merci d'être au rendez-vous du 19h au sommaire de cette édition. À suivre dans ce journal, notre capsule spéciale Fête du Trône. Ce soir, nous braquerons les projecteurs sur les chantiers lancés sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, notamment pour ce qui est de la souveraineté vaccinale du Maroc, le développement des métiers mondiaux et le renforcement de l'attrait du royaume en termes d'investissements directs étrangers. Le leadership de Sa Majesté le Roi se manifeste également dans son action au service du continent. Nous nous intéresserons à cet inébranlable engagement du Maroc à l'égard de sa famille africaine. Une vision royale orientée vers des actions sur le terrain et qui n'a pas tardé à insuffler un sang neuf à la coopération sud-sud. Puis nous vous embarquerons au cœur d'une exposition d'art des plus inédites, des millésimes rares datant de la haute antiquité, collectées et exposées par les soins du musée de Bank el-Maghrib. Une page d'un patrimoine plus que millénaire à ne pas manquer en fin de journal. Bonsoir. À l'occasion du 23e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, le souverain a reçu des messages de félicitations. Ces messages émanent du serviteur des lieux saints de l'islam, Sa Majesté le Roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, souverain du Royaume d'Arabie Saoudite, et de son Altesse royale, le prince Mohammed ben Salman ben Abdelaziz Al Saoud, prince héritier d'Arabie Saoudite et vice-président du Conseil des ministres. Du roi du Bahreïn, Sa Majesté Hamad ben Issa Al Khalifa, de Sa Majesté Philippe, roi des Belges, de Sa Majesté le roi Willem Alexander, souverain des Pays-Bas, du président américain Joseph Biden, de Sa Majesté Carl Gustaf, roi de Suède, de Sa Majesté le roi Felipe d'Espagne et de l'empereur Naruhito du Japon. Sa Majesté le Roi a reçu également des messages similaires des présidents d'Allemagne, d'Égypte, de Mauritanie et d'Éthiopie. Puis ce communiqué du ministère de la Justice à l'occasion de la fête du trône, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume, parmi lesquelles les catégories les plus vulnérables, à savoir les personnes malades, les personnes âgées, les femmes enceintes, les accompagnées de leurs enfants et les mineurs. Portant le nombre total de personnes couvertes par la grâce honorable sur cette glorieuse occasion à 1769 bénéficiaires. Il se présente comme suit. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 1459 détenus, se répartissant comme suit sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 74 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 1375 détenus, commutation de la peine de mort en peine perpétuelle au profit de 2 détenus, commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 8 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 310 personnes et ils se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou son reliquat au profit de 200 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 10 personnes. Grâce sur la peine d'amende au profit de 190 personnes. Grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 10 personnes. Le Royaume du Maroc connaît une dynamique de développement certaine qui amorce sa vitesse de croisière dans de nombreux domaines. Nous en parlions depuis quelques jours, un développement sociétal avec l'implémentation effective de la couverture sociale. L'assurance maladie pour tous couvrira d'ici la fin de cette année plus de 22 millions de personnes.
Les pensions de retraite couvriront bientôt toutes les franges des personnes actives. L'indemnité pour perte d'emploi est déjà en vigueur. Les allocations familiales seront généralisées et bien d'autres actions inscrites dans la droite ligne d'une vision royale pour un Maroc résolument tourné vers l'avenir. Un Maroc qui assure sa souveraineté alimentaire et même sanitaire. Un Maroc qui affiche des ambitions sereines. Nous y consacrons notre grand format ce soir avec Mohamed Aïtlishkar. Le Royaume du Maroc a su de façon formidable, et en temps de crise pandémique et de récession économique mondiale, il a su mettre à profit cette conjoncture mondiale difficile pour relever de grands défis, à travers des projets et chantiers qui forcent l'admiration. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la généralisation de la couverture sociale est mise sur les rails en cette année 2022, qui verra l'accomplissement de la première phase relative à l'assurance maladie obligatoire pour tous, l'AMO. La souveraineté sanitaire du Royaume du Maroc se concrétise également sous l'impulsion du souverain. Un projet ambitieux d'une usine de production de vaccins est lancé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI fin janvier dernier. Depuis, le Maroc a réceptionné les 111 éléments d'équipements et modules qui servent actuellement à l'assemblage de la future usine. La future usine permettra au Maroc, dès les semaines à venir, de commencer à se doter d'une capacité de manufacture de vaccins et de médicaments en milieu aseptique pour ses besoins et ceux du continent africain. Les flux d'investissement et le climat des affaires sont en élan de relance malgré l'inflation qui pèse sur les économies mondiales. Alors, qu'est-ce qui fait la force du Maroc pour un groupe comme Safran ? C'est sa stratégie industrielle volontariste et son cadre favorable pour les investisseurs étrangers. C'est son infrastructure de qualité, c'est sa proximité avec l'Europe et c'est aussi le soutien constant dont nous disposons de la part des pouvoirs publics. Cette proximité géographique avec l'Europe fait de l'Union européenne le principal partenaire économique du Maroc. Last year, our trade flows reached 43 billion euros. L'année dernière, les flux de nos échanges commerciaux ont totalisé 43 milliards d'euros, ce qui est le niveau historique le plus élevé, soit 10% de plus qu'avant la crise du Covid. Donc, nous observons que nous avons pu développer encore plus le flux de nos échanges malgré la pandémie du Covid. Et en termes d'investissement, l'Union européenne est de loin le plus grand investisseur étranger au Maroc. Résidence royale de Bouznékha, 16 février 2022. Sa Majesté le Roi Mohamed VI préside une séance de travail consacrée à la nouvelle charte de l'investissement. Un projet qui s'inscrit dans l'esprit et l'ambition du nouveau modèle de développement. Déjà aujourd'hui, les métiers mondiaux du Maroc, industrie automobile et aéronautique en tête, enregistrent des taux records d'intégration. Here at Boeing,
À Bouygues, nous sommes très fiers du partenariat avec le Royaume du Maroc. Depuis 2001, nous travaillons en partenariat avec le Royaume du Maroc à créer l'un des principaux acteurs au Maroc de l'industrie aéronautique. Nous avons travaillé avec Safran pour créer le groupe Matisse Aerospace. Cette joint venture rejoint une vision à long terme de Sa Majesté le roi Mohammed VI en vue de positionner le Maroc en tant que grand acteur de l'industrie aéronautique. Le Maroc est un partenaire historique de Renault Group. C'est un pays à haut potentiel qui est aujourd'hui dans le top 5 de nos pays industriels et dans le top 15 des ventes mondiales du groupe. La vision de Sa Majesté le roi de développer cette activité dans le royaume, appuyée par le plan d'accélération industrielle en 2014, a positionné le royaume comme un acteur important dans la filière automobile mondiale. Le challenge que se fixe aujourd'hui le Maroc est de porter la part de l'investissement privé aux 2/3 de l'investissement total à l'horizon 2035. Dès le début de ce mois de juillet, le projet de la loi cadre formant charte de l'investissement est adopté en Conseil des ministres, présidé par Sa Majesté le Roi. Objectif, faire du royaume un pôle continental et international dans le domaine des investissements directs étrangers. Le Maroc est mon continent et ma maison, avait dit Sa Majesté le roi Mohammed VI dans son discours il y a 5 ans devant le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. La politique africaine marocaine de solidarité et de coopération gagnant-gagnant est le fruit d'un leadership incontestable de Sa Majesté le roi. Leadership dont témoignent un grand nombre de chefs de diplomatie de pays africains. Nous vous en proposons ce soir ceux des ministres des Affaires étrangères de la République du Niger et de la République de Guinée. Ils sont au micro de Mohamed Itlishkar. Vous savez, Sa Majesté le roi Mohammed VI, il descend de hautes personnalités historiques, religieuses. Et donc, il traduit la combinaison de ces valeurs culturelles, historiques, politiques. Il met tout cela ensemble pour rendre le Maroc utile au reste de l'Afrique. Je ne dirais même pas le Maroc et l'Afrique, c'est le Maroc dans l'Afrique. Et donc la diplomatie marocaine est au centre du développement africain et nous sommes très heureux de coopérer, d'être dans la même dynamique que le Maroc. Et je voudrais aussi remercier le roi pour ce soutien au peuple de Guinée. L'influence du Maroc est visible dans toute notre région, dans toute l'Afrique de l'Ouest, à travers d'abord le prestige du Maroc, le prestige de Sa Majesté, le prestige de la dynastie en Afrique, parce que tout simplement, nous avons tous été plus ou moins liés à la dynastie marocaine depuis des lustres. Ensuite, l'action particulière de Sa Majesté, c'est cette action économique du Maroc, dans toute l'Afrique occidentale, en Côte d'Ivoire, au Niger, un peu partout. Vous avez la présence des entreprises marocaines par une action volontaire du roi, de Sa Majesté. Deuxièmement, il y a l'action politique. On sent le prestige du Maroc porté par le roi et nous le ressentons partout de manière naturelle. Donc c'est à la fois visible et il y a beaucoup d'inspiration que nous avons par rapport à l'expérience marocaine, par rapport au leadership du roi dans notre sous-région. Vous l'avez rectifié de vous-même, l'Afrique est mon continent et ma maison. C'était la citation de Sa Majesté le roi Mohammed VI devant le sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Et justement, l'engagement africain du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI ne cesse de se consolider d'année en année au bénéfice d'une Afrique prospère et stable et au service des populations du continent. Le tout dans le cadre d'une vision royale pour une action africaine commune. Nisrina Oustar. Une vision royale éclairée autour du triptyque paix, sécurité et développement. Une vision qui place les intérêts vitaux de l'Afrique et de ses populations au cœur des préoccupations du souverain.
une stratégie gagnante et une diplomatie qui va au-delà de la coopération sud-sud pour prôner une dynamique inclusive et créer des synergies holistiques et des partenariats multidimensionnels. صاحب الجلالة قضى فترات طويلة من الزمن يجوب إفريقيا شمالا وجنوبا. Sa Majesté le roi Mohammed VI a visité de nombreux pays des différentes régions du continent africain. حياتهم اليومية. Le souverain est allé souvent vers les Africains frères, en leur tendant la main, en anticipant leurs besoins et en lançant des projets stratégiques comme celui du gazoduc Maroc-Nigeria. Un projet qui va profiter à plusieurs nations africaines. Et c'est là où réside l'excellence et la pertinence même de la diplomatie marocaine. Une diplomatie agissante qui prône l'émergence d'une nouvelle Afrique. Une Afrique forte et audacieuse qui prend en charge la défense de ses intérêts. Une Afrique également influente dans le concert des nations. L'intérêt que porte Sa Majesté le roi Mohammed VI aux questions sécuritaires est tout aussi important. Dernier témoignage de ce leadership, la réunion internationale contre Daesh, tenue à Marrakech et coprésidée par Rabat et Washington. La tenue au Maroc de cet événement est très significative. D'autant plus que la réunion a mis clairement l'accent sur les liens évidents, pernicieux et hautement dangereux entre séparatisme et terrorisme. Vous savez, les pays africains perdent plus de 270 milliards de dollars dans la lutte contre l'extrémisme violent. C'est une réelle menace pour notre continent, puisque le séparatisme se nourrit du terrorisme et vice-versa. C'est l'histoire donc d'une diplomatie qui se distingue avec brio, grâce à une politique multisectorielle, une diplomatie qui ne cesse d'œuvrer pour les intérêts du continent et qui est résolument tournée vers l'avenir sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Conformément aux hautes orientations de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, qui vise à faire de l'investissement le moteur du développement socio-économique du royaume, 8 projets d'investissement ont été approuvés hier par la commission des investissements réunie sous la présidence du chef du gouvernement. Écoutons à ce sujet les précisions du ministre délégué chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, Mohsin Jassouli. Nous avons tenu la 6e commission des investissements, au cours de laquelle nous avons pu examiner 10 projets et 10 de conventions d'investissement. La commission des investissements a retenu 8 projets pour un montant d'environ 5 milliards 700 millions de dirhams d'investissement pour la création de plus de 2500 emplois directs et indirects. L'Observatoire arabe des droits de l'homme a condamné aujourd'hui, et je cite, les mensonges et la désinformation contenus dans le rapport publié par Human Rights Watch sur le Maroc. De tels rapports politisés ne décourageront pas le royaume du Maroc de poursuivre sa marche pionnière dans le domaine des libertés, de la démocratie et de la liberté d'opinion et d'expression, ajoute l'Observatoire dans un communiqué. Hier, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a qualifié le rapport de Human Rights Watch sur le Maroc de compilation d'allégations que cette organisation a l'habitude d'évoquer contre le royaume. On enchaîne avec les indicateurs de la situation épidémiologique. 5 nouveaux décès et 431 nouveaux cas d'infection recensés ces dernières 24 heures. 16 cas sévères ou critiques ont été enregistrés lors des dernières 24 heures, pourtant leur total à 101. Et pour ce qui est de la vaccination, plus de 6 672 000 personnes ont eu 3 injections du vaccin.
Le nombre de personnes qui ont reçu la deuxième dose de rappel ou quatrième dose est de 25 778. Place à présent à notre rubrique sport, la dernière de cette saison, toujours en compagnie de Boubkar Ben Ghabrit. Bonsoir Boubkar. Bonsoir. Donc on démarre tout d'abord par le retour sur la victoire du club orange, la Renaissance de Berkane qui a donc décroché son deuxième titre en finale de la Coupe du Trône de football. C'était un vrai choc de titans, Boubkar. Très belle finale d'ailleurs. Tout était réuni hier soir au complexe sportif Prince Moulay Abdallah de Rabat pour cette grande fête du football. L'ambiance du public tout d'abord, le jeu très ouvert entre les deux finalistes et l'esprit sportif et un arbitrage très parfait. La finale de la Coupe du Trône saison 2020-2021 entre le WAC et le Berkane a tenu toutes ses promesses et a tourné à l'avantage des Berkani. Les deux équipes ont joué la prudence et se sont laissé peu d'espace. La Renaissance sportive de Berkane, nous allons le voir, a verrouillé ses lignes arrière tout en essayant de porter le danger dans la zone adverse par des balles en profondeur et en pressant les défenseurs Ouidadi pour les pousser à commettre des erreurs. Les Rouges et Blancs auraient pourtant pu donc surprendre leur adversaire vers la fin de la première mi-temps, la 43e, par Reda Jadi, à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Séance des tirs au but, 3-2 pour les Berkani. La Renaissance sportive de Berkane, tenante de la Coupe de la CAF, a remporté donc sa deuxième coupe après le titre gagné en 2018 aux dépens du Wydad de Fès. 4 ans après sa défaite en finale de l'édition 2014 face au FUS de Rabat 2-0. Très belle ambiance également dans les rues de Berkane après le sacre de la Renaissance sportive de Berkane. Et puis dans sa première réaction à chaud, juste après la fin de la rencontre, l'entraîneur de la Renaissance sportive de Berkane dit avoir choisi de jouer un petit moins vers l'avant et de proposer plutôt des attaques placées avec une formation beaucoup plus regroupée. Je vous propose de l'écouter. Ses impressions juste après le coup de sifflet final. Il était au micro d'Okaïm Ablouchi. C'est une saison exceptionnelle. On s'est raté un petit peu en championnat, mais on ramène 2 coupes, c'est exceptionnel. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. C'était un match plein. On est en fin de saison. Les garçons se sont donnés jusqu'au bout. Et on y croyait tellement parce qu'on avait perdu 2 fois contre le WAC. Et aujourd'hui, le maître mot, c'était « ça suffit ». On ne pouvait pas perdre tout le temps contre le même adversaire. Voilà, bravo à la Renaissance sportive de Berkane et au WAC de Casablanca qui nous ont offert un très beau spectacle hier soir. Coupe arabe, U20, football bien sûr, le Maroc a battu la Palestine 1-0 et va en quart de finale. Anas Meimouni a marqué l'unique but de la rencontre, offrant les 3 points aux Lionceaux qui totalisent désormais 6 points contre 3 pour les Palestiniens, qui occupe la deuxième place du groupe. En quart de finale, la sélection nationale jouera contre la sélection égyptienne. Le Maroc cherche à décrocher le titre pour la 3e fois de son histoire, après les éditions de 1989 et 2011. يبدو اليعقوبي نعم أسامة اليعقوبي هو من سدد أسامة البديل نعم بالبدلاء سدد الكرة في الشباك رائع الهدف. Et on enchaîne Boubkar avec ce grand événement sportif pour spécial olympique. Donc après une année de préparation, l'équipe nationale s'envole vers les États-Unis pour la Coupe du Monde du football unifié. Effectivement, la sélection marocaine composée de joueurs de spécial olympique et de l'Université internationale de Rabat prendra part à la Coupe du Monde de football unifié qui se déroulera du 30 juillet au 6 août prochain à Détroit aux États-Unis. L'équipe nationale a effectué aujourd'hui la dernière séance d'entraînement à l'Université internationale avant de s'envoler demain, samedi, vers la ville américaine de Détroit. Le sélectionneur national, Ilyas Bentaleb, a indiqué que les préparatifs de l'équipe nationale se sont déroulés dans de très bonnes conditions avec le but d'assurer une participation honorable à ce grand rendez-vous sportif. Rappelons que l'équipe du Maroc est dans un groupe difficile qui comprend les États-Unis, le Brésil, la Corée du Sud et le
nigérien. Et on termine par les Jeux de la solidarité islamique. Le Maroc représenté par 177 sportifs prévus du 9 au 18 août à Konya en Turquie. Les sportifs marocains, 126 garçons et 51 filles, seront accompagnés par 48 encadrants, c'est ce qu'affirme le Comité national olympique. Ils prendront part notamment aux épreuves de football, d'athlétisme, de basketball, de volleyball, d'escrime, de cyclisme, de judo, de karaté, de kickboxing, de lutte et de taekwondo, ainsi que de la pétanque, du tir, de handball et de handisport. Merci Boubacar. C'était donc la dernière chronique de cette saison. On se dit à très vite. Très vite, début septembre, et aura matière. À début septembre. Direction Tanger pour l'escale culturelle de ce journal. Une page de ce très riche patrimoine du Maroc, plus que millénaire. Ça se passe à la galerie d'art contemporain Mohamed Dressi, une exposition du musée Bank El Maghrib, met à l'honneur la monnaie dans la haute antiquité. Un voyage à travers l'histoire millénaire d'un métal, loin d'être un simple moyen d'échange. Nisrine Hamdawi avec Saïd Najah. La monnaie ancienne, une belle fenêtre sur notre passé social, politique et économique. Une composante essentielle du patrimoine du Maroc antique, aujourd'hui mise en valeur dans cette exposition organisée par le musée de Bank El Maghrib. L'idée est de décortiquer les mythes et symboles dont les pièces sont frappées. Nous sommes honorés de présenter un musée temporaire qui s'intéresse à l'histoire du Maroc antique et qui démontre cette histoire sous un autre angle, celui de l'art. Car la fabrication de monnaie est un travail artistique. Le monnayeur avait choisi d'orner les pièces de monnaie de symboles, d'icônes et de signaux qui ont un caractère artistique. L'exposition offre un kaléidoscope d'images autour du monnayage de la Mauritanie, cette région nord-africaine au sud de la Méditerranée. Elle met en exergue un ensemble de mises en lien, de moments de transition et d'anachronisme. Donc dans cette exposition aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il y a une lecture assez large entre des œuvres artistiques, d'art moderne et contemporain, entre des objets d'archéologie et entre de la monnaie. Le principe est justement de montrer que dans l'histoire de la production et de la formation de l'iconographie, il n'y avait pas d'écloisonnement, mais il y avait des correspondances. L'événement vient mettre en lumière tout un patrimoine commun à l'humanité, en donnant à voir des éléments propres à l'imaginaire de l'homme et à sa façon de penser la politique et l'économie. Et c'était la page de fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 21h, le retour de l'information avec le journal Raïsia. Très belle soirée à tous sur Alboula.